En fait, j'avais choisi 2 exemples, à partir des questions linguistiques qui sont un peu mon domaine de prédilection, pour illustrer des questions de méthode et de doctrine qui se posent lorsqu'on entend, considérer les rapports entre Dante et la philosophie, qui chapeautent naturellement, les rapports entre Dante et l'avéroïsme, et lorsqu'on cherche à mettre en rapport les idées développées par Dante avec les textes et auteurs qui lui sont contemporains. En réalité, contrairement à ce qu'avait annoncé Alain, je vais plutôt me concentrer sur l'asserta forma locutionis. Je vais juste présenter les 2 thèmes, mais évidemment, je ne traiterai que le premier, par manque de temps. Donc, l'exemple de l'asserta forma locutionis dans le De vulgare eloquentia est intéressant de ce point de vue, et à double titre, puisqu'il a été invoqué pour poser la philosophie du langage de Dante dans le De vulgare eloquentia, Tramodisti et Cabalisti, qui est un titre de Umberto Eco. En effet, cette notion est d'une part l'un des éléments de l'édifice construit par Maria Corti pour établir le lien de Dante avec les avéroïstes parisiens, en l'occurrence Boès de Dacier et les modistes, dont la présence est attestée en Italie dans les années où Dante s'adonnait à l'étude de la philosophie et qui offre, selon Maria Corti, la grille théorique pour le livre 1 du De vulgare eloquentia et la théorie du vulgaire illustre. Cette notion, d'autre part, et c'est à ce second titre aussi qu'elle est intéressante, elle a été utilisée pour rapprocher Dante de certaines théories liées aux avéroïstes juifs de Bologne. Moshe Idel a proposé de la rapprocher de la forme de parole d'Abraham Aboulafia, matrice universelle assimilable à l'intellect agent. C'est cette double influence que l'on retrouve dans le titre d'Umberto Eco, qui a repris ce thème à plusieurs reprises, et Moshe Idel à plusieurs reprises aussi, puisque encore dans son livre récent sur les kabbalistes en Italie, il reprend cette idée d'un parallèle avec les théories linguistiques de Dante, donc Dante, Tramodisti et Kabbalisti. Umberto Eco voulait ainsi rapprocher les indubitables et avérés sympathies avéroïstes à l'œuvre dans la conception de l'intellect de Dante, de l'idée d'une grammaire universelle soutenue par les modistes, relevant du filone avéroïsta et des influences avéroïstes présentes chez Aboulafia notamment. Cet exemple permet de montrer la nécessité qu'il y a à croiser les arguments de type historique avec les arguments de nature doctrinale. Ça a l'air d'être un truisme, mais ce n'était pas fait dans le dossier que je vais présenter. Car en fait, l'analyse du texte ne justifie aucun des parallèles allégués. L'asserta forma locutionis n'est assimilable ni au mode d'intelliger d'un modiste comme Boès de Dacie, ni à la forme de parole d'un penseur comme Aboulafia. Le second exemple que je voulais traiter, que je ne ferai pas, c'est celui de la reductio ad unum. C'est un principe tiré d'un passage de la métaphysique commencé par Averroès, Alain de Libéral l'a rappelé tout à l'heure, qui joue un rôle central dans la monarchie, comme il l'a rappelé, mais aussi qui constitue le cœur du De vulgare eloquentia et la construction du vulgaire illustre. En raison de cloisonnement disciplinaire, ces deux citations de ce principe extrêmement important ont été tenues séparées. Le premier exemple illustre les défauts d'une surdétermination interprétative. L'analyse propre du De vulgare eloquentia s'est vue surdéterminée et même recouverte par l'imposition de grilles de lecture externes qui se révèlent inapplicables, impulsant des habitudes interprétatives qui ont parfois la vie longue. Je crois qu'on répétera un peu tous les choses dans nos conférences pendant ces 2 jours. Et c'est avec ces exemples, évidemment, la question des sources de Dante qui se pose. Si dans le deuxième cas, il est difficilement contestable que le principe de la reductio ad unum a pour origine le passage de la métaphysique, avec les nécessités évidemment de repérer les intermédiaires dans son utilisation, dans le cas de l'asserta forma locutionis, aucune source ne s'est imposée. Plutôt que de source, il vaudrait mieux parler d'intertextualité, comme on le fait aujourd'hui, en rassemblant autour d'une question et d'une notion un ensemble de textes contemporains que Dante aurait pu connaître. En confrontant la manière dont Dante a traité certaines questions liées au langage et la grille avéroïste qu'on a voulu leur imposer, on suggérera en fait de nouvelles pistes en s'interrogeant précisément sur l'utilisation de thèses avéroïstes pour des questions relevant du langage. Donc l'asserta forma locutionis, je reprends rapidement les textes que, en général, évidemment, vous pouvez connaître. La notion de certa forma locutionis apparaît dans le De vulgare eloquentia dans un contexte précis. Après le premier chapitre, qui met en place l'opposition entre parler premier
et parler secondaire. Après, les second et troisième chapitres qui définissent le parler humain en l'opposant à celui des animaux et des anges, et au sein des chapitres dits bibliques qui suivent. Ceci annonce un ensemble de questions. Seul à l'homme il fut donné de parler. À présent, je crois qu'il faut aussi rechercher à qui parmi les hommes fut donné en premier le parler, ce qui fut dit en premier, et à qui, où, quand, et aussi en quel idiome a coulé la première parole. Seul à l'homme il fut donné de parler, car à lui seul cela est nécessaire. Le premier locuteur fut Adam et non Ève, quoi qu'en disent les Écritures, je passe sur ce problème. Il a parlé dès le premier instant de sa vie, cet homme, ce premier homme. Nous disons que le premier être parlant, dès qu'il a reçu le souffle de la puissance de vie, a immédiatement parlé. La dernière question est abordée dans le chapitre 6, où elle est répétée. Quel est l'idiome que parla Adam ? Quel est l'idiome que parla cet homme qui n'eut pas de mère, par l'homme qui ne fut pas allaité, qui ne connut ni l'enfance, ni l'âge où l'on a fini de grandir ? Après une tirade s'opposant au chauvinisme de ceux qui croient, Toscan y compris, que leur parler est supérieur et correspond donc au parler d'Adam, Dante répond. Pour revenir à notre propos, nous dirons que fut concréé par Dieu, en même temps que son âme, une forme déterminée de parler. Je dis forme pour ce qui concerne les vocables des choses, la construction des vocables et la prononciation de la construction. Et cette même forme, la langue de tous les locuteurs l'utiliserait si elle n'avait été dispersée et anéantie par la faute de la présomption humaine, comme il sera montré plus bas. C'est avec cette forme de parler qu'a parlé Adam, c'est avec cette forme de parler qu'ont parlé tous ses descendants jusqu'à la construction de la tour de Babel, qui signifie tour de la confusion. C'est de cette forme de parler qu'ont hérité les Frises d'Hébert, appelés pour cette raison Hébreux. C'est à eux seuls qu'est restée cette forme après la confusion, afin que notre Rédempteur, qui devait naître d'eux en son humanité, jouisse d'une langue non de confusion, mais de grâce. La narration de Babel, qui se déroule ensuite en 3 chapitres distincts, reprend dans la 3e narration cette idée d'une langue première concréée qui a été oubliée en raison du châtiment divin. Ah, j'ai oublié la fin, évidemment, du chapitre précédent. Ce fut donc l'idiome hébraïque que forgèrent les lèvres du premier être parlant. Et donc Dante reprend ensuite, dans le chapitre 9, l'idée d'une langue concréée, puisque toute langue qui est nôtre, mis à part celle qui fut concréée par Dieu pour le premier homme, a été refaite selon notre bon plaisir, après la confusion qui ne fut rien d'autre que l'oubli du parler précédent. On a donné de la Certa Forma Locutionis plusieurs interprétations. On a parlé d'une structure linguistique, de la faculté de langage, du principe structurant, de la cause formelle des langues, d'une matrice universelle des langues, des universaux linguistiques, des interprétations naturellement de tonalité chomskienne, comme le répète Umberto Eco, mais j'ai pris Umberto Eco, ça a été répété dans plusieurs commentaires. La forma locutionis data da Dio potrebbe essere intesa come una sorta di meccanismo innato che a noi contemporanei ricorda esattamente quei principi universali di cui si occupa la grammaire générative chomskienne. Reprenons brièvement la lecture des passages. La réponse correspond bien à la question posée en tête des chapitres bibliques. On s'interroge sur l'idiome et il est répondu sur l'idiome. La forma locutionis comporte différents constituants d'une langue, un ensemble de vocables, des règles de construction, des règles de prononciation. Mais ce qui est important, on l'a lu dans les textes, Dante dit que la Certa Forma Locutionis a été parlée par Adam, par le peuple d'Israël qui en a hérité. Il a parlé jusqu'à sa dispersion, puis par le Christ, et ne l'est plus par les autres hommes depuis Babel. On ne voit pas bien comment pourrait être oubliée une structure linguistique, une matrice, ou plus difficile encore, une faculté de langage, alors que l'oubli d'une langue est parfaitement compréhensible. Et puis, puisque les hommes ont pour tâche, après Babel, de réinventer leur parler, c'est bien qu'il leur reste tout ce qui est nécessaire à ça, et en particulier une faculté de langage. Donc je laisse, il y a tout un ensemble d'arguments qui font que cette interprétation, par rapport au texte même de Dante, ne tienne pas.
Les interprétations qui sont données de Dante en les rapprochant des modistes et des kabbalistes y sont donc inexactes sur 2 points essentiels, achoppant ainsi à voir ce qui est le plus original dans les idées linguistiques de Dante, et j'y reviendrai à la fin, dans ce qui, des idées linguistiques, permet de comprendre le projet de Dante dans d'autres textes, en particulier dans le Conte Vivio. Premièrement, l'idiome hébraïque que les lèvres d'Adam ont fabriqué n'est pas la matrice linguistique de toutes les langues, au sens où serait à partir de lui qu'auraient été engendrées les autres langues. Les langues vulgaires, la langue savante, le vulgaire illustre sont forgés par les hommes, après Babel, à partir de l'idiome triple donné par Dieu, après la confusion babélique précisément, et ceci est donc contraire à la continuité posée entre la langue primordiale, mère de toutes les langues, selon Aboulafia, on le verra, et les autres langues. Deuxièmement, le vulgaire illustre n'est pas une tentative pour retrouver l'idiome adamique oublié après Babel. C'est une solution humaine pour répondre aux problèmes liés à la nature de l'homme. Et ceci a des conséquences, je crois, parce que ça résonne avec d'autres conceptions de Dante dans d'autres textes, y compris la Commedia. Ces inexactitudes oblitèrent justement la portée des développements du De Vulgari Eloquentia et la portée de ces développements. Dante pose en effet une rupture par rapport au péché entre l'avant et l'après, entre le surnaturel, langue infuse et divine, et le naturel, langue de création humaine. Ils indiquent comment Dante pense la manière dont l'homme peut intervenir ici-bas sur sa destinée, après le péché, en tant que libre et rationnel, doté de tous les moyens qui lui ont été dotés par la nature, en fonction des finalités qu'il se donne. Donc, premier point, rapidement, Boès de Daci, Gentilis da Singulo et les autres. Il y a une plausibilité historique à dire que Dante a pu connaître les travaux des modistes. Évidemment, Giancarlo Alessio en particulier a bien documenté ce dossier. On a des manuscrits modistes à Venise, à Pavie, à Padoue, de Martin d'Assis, de Gentile da Singoli, de Thomas d'Erfurt, même après. Pour Bologne, on a un traité des modistes significandi d'un certain Mathieu de Bologne que j'ai édité, qui était un peu annexé au dossier, bien qu'on ne sache pas qui est ce Mathieu de Bologne, qui finalement est peut-être Mathieu de Boulogne, on n'en sait rien. Mais enfin bon, mes amis italiens ont voulu l'annexer à Bologne, je leur ai laissé, ça m'a fait plaisir, pas de problème pour moi. En tout cas, Giancarlo Alessio a bien montré que les possibilités pour Dante d'avoir connaissance des théories de la grammaire spéculative ne manquent pas. Maria Corti va très loin puisqu'elle dit que Gentilis da Singoli fut certo letto e forse udito da Dante. Et il serait Gentilis, qui est un modiste donc, qui a étudié à Paris, avec peut-être Boès de Daci. En tout cas, ce serait le maillon intermédiaire entre Boès de Daci et Dante, ce qui expliquerait des parallèles doctrinaux. Mon ami Costantino Marmo a montré dans un article récent les différences qu'il pouvait y avoir déjà entre Gentilis et Boès, et surtout, on sait parmi les grammairiens qu'a connu Dante, qu'il a connu Giovanni del Virgilio, qui fut maître de grammaire et de rhétorique à Bologne. Mais si Gentilis cite Robert Kilwardby, Boès de Daci et autres, c'est sur des petits points de grammaire. Donc en fait, ce n'est pas sur les questions les plus philosophiquement marquées qui caractérise le modiste. Donc sur le plan de la méthode, si on veut parler de filiation ou de source, on doit distinguer des éléments qui sont largement partagés de ceux qui sont spécifiques, marquent une position et interviennent particulièrement dans une argumentation. On trouve chez Dante des arguments qui se retrouvent chez certains artiens, mais aussi, ce qui n'est pas étonnant, chez Gentilis, par exemple, dans les questions sur Prétien majeur. Je ne vais pas lire le texte, mais on a des éléments qui viennent de l'éthique, et effectivement, il faut chercher dans ces textes modiques des éléments et en voir la spécificité, et voir s'ils ont à voir avec les théories du De Vulgari Eloquentia, parce que sinon, on part dans tous les sens. La recherche récente a donc mis en lumière l'existence au sein du modisme de positions différentes, de débats, de points importants. Il faut regarder ce qu'il y a de spécifique. Il y a un certain nombre de rapprochements qui ont été faits par Maria Corti, en particulier entre la forma locutionis et la forma dictionis des modistes, il faudrait le montrer, qui n'ont pas lieu d'être. Il y a une mécompréhension du modisme dans ces parallèles fait les théories de Dante avec les modistes aussi.
En particulier, la question essentielle, c'est qu'on n'a pas l'idée du tout chez les modistes, mais par statut disciplinaire, si on peut dire, les artiens n'ont pas à parler des textes bibliques. On n'a jamais l'idée que les universaux linguistiques qu'ils postulent dans les langues correspondraient à ceux de la langue adamique, ne serait-ce que parce qu'ils sont universels, ils sont communs à toutes les langues. Il n'y a pas de différence qualitative entre les langues. Selon Umberto Eco, ce qui serait perdu avec Babel, ce serait la forma locutionis perfetta, l'unica che permettesse la creazione di lingue capaci di riflettere l'essenza stessa delle cose, dont l'hébreu était le résultat parfait. Et il resterait alors, selon lui, des formes locutionis imparfaites, comme sont imparfaits les vulgaires italiens. Encore une fois, pour les modistes, s'il y a des principes universels, ils valent par définition pour toutes les langues. Toutes les langues ont une composante universelle et une composante variable, alors que pour Dante, certaines langues sont immuables, la langue d'Adam en tant que langue divine incréée, et la grammatica, ou la langue savante en tant qu'elle est fixée par convention, par opposition aux langues vulgaires. On ne peut pas non plus rapprocher ces principes universels du caractère inaltérable à travers le temps et l'espace dont parle Dante au chapitre 9 à propos de la langue savante, la langue seconde, et on ne peut pas non plus alléguer ces principes universels, et encore moins, je dirais, pour comprendre la nature du vulgaire illustre en expliquant qu'il incarnerait il sogno di una restaurazione della forma locutionis edenica naturale e universale. Le vulgaire illustre n'a rien à voir ni par ses propriétés, ni par la façon dont il est construit, ni par sa nature, ni par les fonctions qu'il est destiné à remplir avec la langue édénique. Construit à partir du principe de la reductio ad unum, précisément, le vulgaire illustre est unum in genere suo, donc le meilleur et le plus noble de tous les parlers vulgaires, existant déjà instanciés mais de façon dispersée chez les poètes illustres rencontrés dans les différentes cités italiennes. Il serait contradictoire avec le projet universaliste des modistes de poser une différence de nature entre les langues. La rupture babélique n'est précisément pas présente, elle n'est pas présente dans les textes modistes, du fait qu'ils s'intéressent en philosophe aux principes universels des langues et ne peuvent poser des principes qui se moduleraient différemment en fonction des moments différents de l'histoire humaine. Ceci dit, en reprenant ce dossier, je me suis aperçue qu'une étude manquait cruellement, qui pourrait s'appuyer d'ailleurs sur une recension large comme celle que nous a offerte Luca Bianchi récemment, une étude des traités sur les modes des signifiés des modistes pour vérifier la présence ou non des thèses avéroïstes. En d'autres termes, avant de rechercher l'avéroïsme de Dante dans ses conceptions linguistiques à partir de parallèles avec Boès de Dacie et les modistes, il faudrait établir et montrer si et en quoi les conceptions linguistiques des modistes sont avéroïstes, ce qu'on finalement on n'a jamais fait ni les uns ni les autres. Une telle recherche pourrait d'ailleurs prendre en compte non seulement les écrits modistes, mais par exemple les écrits de Sigé de Brabant. J'ai juste fait une petite enquête et j'ai trouvé un exemple intéressant que je livre juste comme piste possible de recherche. Un des modistes parisiens contemporains de Boès de Dacie, Michel de Barbet, cite Averroès à propos d'une question sémantique très discutée, qui a beaucoup travaillé Alain de Libera, la question de la référence vide. Dans les termes de l'auteur, il s'agit de savoir si le mot subsiste après la destruction de la chose signifiée. Et la réponse est positive. Quelle que soit la corruption temporelle ou réelle de la chose, le mot signifie toujours la même chose. En effet, il conserve la ratio significandi qui lui a été attribuée au moment de l'imposition parce que la ratio intelligendi dont elle procède subsiste dans l'intellect de l'impositeur. S'appuyant sur le commentateur Averroès, et en le citant, Michel explique que une fois la chose corrompue, il subsiste les phantasmata, même séparés du sensible. C'est ce que dit aussi Albert Legrand. Les images des sensibles subsistent même en l'absence des choses sensibles. La ratio intelligendi demeure donc dans l'intellect de par l'action de l'intellect agent sur ces fantasmes, et donc aussi elle peut subsister dans le mot après la corruption de la chose. Ce passage est intéressant et cela peut nous donner une piste pour aller chercher le rapport finalement entre, par exemple, un Boès de Dacie modiste et un Boès de Dacie prétendument avéroïste. Deuxième dossier. Oui, vous voyez, il cite explicitement Averroès dans ce texte, Michel de Marbet. Deuxième dossier.
On a donc proposé de rapprocher Dante des penseurs juifs, et en particulier du débat sur l'origine du langage et Babel, qui eut lieu dans les années où il était à Bologne. Le premier débat était entre Hillel de Vérone et Zeratia ben Shealtiel N. Hillel, je laisse la biographie par brièveté, mais on sait que Hillel de Vérone est un passage important, puisqu'il a traduit en particulier un De Anima attribué à Dominique Gundisalinus, le Tractatus De Anime Beatitudine attribué à Averroès, et le De Unitate Intellectus de Thomas d'Aquin. Donc c'est pas n'importe qui. Lui soutenait que les enfants, alors il reprenait l'expérience de Psamétique. C'est une des caractéristiques de ces débats en milieu juif, c'est qu'ils prennent toutes les sources en même temps. Le fameux débat de Psamétique sur l'origine du langage, les commentaires sur la Genèse et le début du Père Ménéas, et en particulier le commentaire de Maïmonide sur ce point. C'est-à-dire qu'ils intègrent des sources qui sont séparées chez les Arsiens à la même époque à Paris. Donc, pour notre auteur, les enfants laissés seuls dans le désert commenceraient naturellement à parler et atteindraient ensuite le stade de la parole parfaite. Évidemment, la langue première était l'hébreu. Zeraïa entretint une correspondance avec lui. Il est surtout connu pour un influent commentaire au Guide des égarés, et lui soutenait la position de Maïmonide, la position qui reste dans la tradition comme une position conventionnelle. Mais il y a beaucoup d'auteurs dans ce réseau dans les années 80, ça serait intéressant, enfin je les ai étudiés d'ailleurs ailleurs. Ce qui est intéressant pour nous, c'est Aboulafia, je crois, par rapport à l'avéroïsme, notre travail sur l'avéroïsme. Aboulafia, là aussi je laisse sa biographie qui est très intéressante. C'est vraiment un savant errant qui est parti d'Espagne, qui a été en Italie, qui a essayé de voir le pape, qui est reparti à Barcelone. Enfin, il a tout un parcours. Il a même essayé de voir le pape pour intervenir en faveur des Juifs. Enfin, il a une biographie extrêmement intéressante. La présence des idées d'Aboulafia dans l'ambiance bolognaise a été soutenue par Moshe Hillel, Battistoni ayant pensé qu'il avait peut-être plutôt connu ces idées à Vérone. En tout cas, on n'en sait rien. Mais à Vérone, il y a eu un disciple de Zeraïa, Emmanuel de Rome, poète et commentateur de la Bible et auteur d'un récit en prose rimée qui narre un voyage dans l'Odéa en s'inspirant de la Commedia. Donc là, il y a vraiment des passages entre les deux milieux. Aboulafia s'appuie sur le passage de Maïmonide, déjà mentionné, mais sur le commentaire aux interprétations d'Averroès, pour dire que toutes les langues sont conventionnelles. Mais ce qui est le plus intéressant dans les textes d'Aboulafia, ce sont deux éléments. Le premier est l'idée de l'hébreu comme matrice de toutes les langues. C'est bien sûr en pensant l'asserta forma locutionis comme matrice universelle des langues et en plaquant de façon indue les conceptions modistes qu'on a pu supposer une parenté entre Dante et Aboulafia. Les deux dossiers sont liés. Dans son premier ouvrage, Aboulafia soutient que l'hébreu est à la fois une langue et la matrice à partir de laquelle ont été engendrées la matrice à partir de laquelle a été engendrée les 72 langues. C'est ce que veut dire pour lui le verset de la Genèse qui précède la narration de Babel. Toute la langue était une seule langue et une seule parole, c'est-à-dire qu'elle a engendré les autres langues, cette matrice. Il y a plusieurs textes, évidemment, ces textes, je les ai lus avec des savants, des spécialistes de la pensée juive. On les a qu'en anglais et en français pour ceux qui ne connaissent pas l'hébreu, malheureusement. Dans d'autres textes, Aboulafia semble différencier les 22 lettres de la Torah éternelle, langage divin et matrice universelle, de l'hébreu, langage sacré et parfait qui en émane, et inclut les 70 langues. Et Aboulafia donne à l'hébreu le statut d'une langue à part, mais ce qui est important et ce qui est justement l'opposé de ce que Dante nous explique pour la situation des langues après Babel, c'est précisément qu'il y a une matrice des langues. Et évidemment, cette matrice permet une remontée et une jonction à partir des procédés kabbalistiques. Il y a donc une continuité essentielle entre la langue matrice primordiale, que ce soit la Torah ou l'hébreu selon les textes,
et les langues historiques. Et cette continuité fonde l'espoir de retrouver la langue première oubliée par les peuples dispersés. Dans tous ces textes, Babel est surtout vu comme une dispersion géographique, une dispersion qui a mené à l'oubli de la langue primordiale, mais puisqu'il y a une continuité essentielle, on peut, par la combinaison et la permutation des lettres, remonter à la langue première. Évidemment, il n'y a pas du tout cette idée dans le De Vulgare Eloquentia. C'est vraiment le point avec lequel la divergence avec Dante s'avère absolue. Il n'y a pas de continuité dans le De Vulgare Eloquentia entre l'hébreu, langue de création divine, qui se maintient seulement pour les Hébreux et jusqu'au Christ, et qui est oublié par tous les hommes en raison de la punition, et les langues post-babéliques créées par l'homme à partir de l'idioma trifarium, l'idiome triple donné aux hommes après Babel. Si Moshe Hidel a donc émis l'hypothèse que Dante avait pu s'inspirer de la pensée d'Abulafia, c'est de façon plus spécifique parce qu'il a rapproché la certa forma locutionis de Dante de ce que Abulafia nomme la forme de parole, interprétée à partir d'Averroès. Dans certains passages, cette forme de parole semble une sorte de capacité linguistique naturelle humaine liée à l'intellect, en puissance par rapport au parler réalisé, analogue à la forme vitale liée à l'âme sensitive qui est en puissance par rapport à la sensation. Alors, je peux lire juste ce passage. La forme qui comprend toute écriture est la forme de la parole, qui est naturelle et qui adhère à la bouche et est aussi gravée dans le cœur au moment de la formation. La preuve, c'est que si elle n'était pas forme de l'homme, celui ne serait pas capable de parler et l'essence de son existence ne serait pas la parole. Et tu sais que la quintessence de l'homme est d'être une créature vivante et parlante. Et la forme vitale parvient à la perfection à travers les sens, et la forme de la parole parvient à la perfection à travers l'intellect. Donc la forme de la parole est une faculté ou une capacité naturelle, et l'homme est être parlant par nature. Le passage de cette capacité innée à l'acte n'est pas spontané et naturel, il requiert un agent et donc un apprentissage ou une possibilité d'imitation. La faculté de parler est innée, mais ne saurait être actualisée s'il n'y a pas au moins un modèle susceptible de parler. Donc il y a des choses à voir quand même par rapport à certaines conceptions averroïstes. Cet intellect agent serait à comprendre, selon Moshe Hidel, comme un intellect cosmique correspondant à la 10e sphère ou sphère intellectuelle, semblable à ce qu'est l'intellect agent pour Averroès. Dans certains textes, Abulafia va plus loin et assimile l'intellect agent à la parole primordiale, la Torah, dont la fonction est d'actualiser l'intellect possible pour permettre à l'homme d'atteindre un état prophétique. Donc l'intellect possible est comme les tables de la loi qui reçoivent cette parole et toutes les formes intelligibles, les deux tables correspondant à l'intellect et à l'imagination. Donc je m'aperçois que je suis trop longue, mais ce qui est important, c'est ce que Moshe Hidel appelle le linguistic turn de la conjonction, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée qu'à partir de la manipulation des lettres et la méditation sur les noms divins, c'est cette possibilité de jonction. Enfin, il faudrait reprendre les textes avec Jean-Baptiste et d'autres de façon plus précise. Mais c'est à partir de cette méditation sur les lettres et sur les noms qui constitue comme une préparation que l'homme pourrait arriver à la jonction avec l'intellect agent envisagé comme une matrice linguistique, comme une jonction, comme un intellect agent de nature linguistique assimilé à la Torah. Donc je laisse, je suis désolée, j'ai été trop long. Je vous avais mis tout un tas de textes qui sont extrêmement intéressants. Je vous lis juste le dernier texte. Because of the comprehension of the agent intellect found within the 22 holy letters, comprise all the positive and negative commandments, and it is the candle that illumines every man, and is the river that goes out of Eden to water the garden. And it shows that within the 22 letters, the comprehension of the name is found, and it is in its entirety out of the combination of letters, and you will find truly that out of the combination of letters, the known, the knower, and knowledge are one. And whoever comprehends the agent intellect gains the life of the world to come and belongs to the secret of the angels of the living God. Donc c'est quand même très intéressant de voir cette piste
Et évidemment, moi, ça m'intéresse pour les questions du langage, sauf que je ne vois pas le rapport avec Dante, évidemment. Donc, juste 2 paragraphes pour conclure, et j'arrête, parce que j'ai déjà été... Enfin, ça n'a vraiment rien à voir, ni avec le Vulgaire illustre, ni avec la Grammatica. Et dans son dernier livre de 2011, sur les kabbalistes en Italie, qui est très intéressant, de Moshe Idel, il répète dans une note, il dit « Je vais, comme il disait en 89, je vais consacrer une analyse au rapport entre Dante et Aboulafia sur cette question-là, sur cette question de l'assimilation de la Torah à l'intellect agent, etc. » Donc ces analyses montrent une distinction, je l'ai montré, à la fois avec les modistes, avec Aboulafia. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ces parallèles qui sont répétés. L'important chez Dante est précisément les différents moments de l'histoire humaine. La langue adamique incréée, les vulgaires post-babéliques créés par les hommes, les langues savantes inventées par les savants et le vulgaire illustre. Donc elles sont distinctes. On ne trouve ça ni chez Aboulafia ni chez les modistes. Or, la manière dont Dante envisage la rupture qu'instaure Babel dans l'histoire humaine nous semble très significative. L'oubli de Babel indique un point de non-retour. L'idiome infus, don divin, a été oublié. Il est définitivement perdu. À ce moment, c'est à l'homme de jouer, de créer ses parlers vulgaires. Il a été puni, il doit réparer sa faute. Il peut et doit le faire et en a les moyens. Ces moyens, Dante les a définis une fois pour toutes dans les chapitres antérieurs. L'homme est doté du parler, d'un parler adapté à sa nature d'être doté de sensibilité, contrairement aux anges, et de rationalité, contrairement aux animaux, d'être doué de libre arbitre et ayant à exprimer des affects et des concepts en nombre illimité, et d'être social enfin. L'Éden n'est pas le monde terrestre. Sur le plan linguistique, Babel a instauré une rupture radicale entre le surnaturel et le naturel, la création divine et les créations humaines, sans continuité. La reprise différente des thèmes dans le Paradiso 26, on le sait, n'est pas contradictoire. Elle indique simplement un déplacement. Adam ayant alors fabriqué sa langue, celle-ci devient dotée de tous les attributs d'une langue humaine et donc d'être changeante et variable, secondo che Babel, c'est-à-dire, comme il est dit en latin dans le De Vulgari ad Placitum ou en italien dans le Convivio, a piacimento. Cette rupture me semble avoir des conséquences de nature à la fois politique et philosophique. Ce qui caractérise la pensée de Dante, c'est une rupture entre le naturel et le surnaturel, je l'ai déjà dit. Ce thème a déjà été étudié pour la félicité, avec l'autonomie posée entre 2 types de savoir et corrélativement entre 2 types de bonheur, félicité et béatitude, contraire à la jonction justement avéroïste, je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir, et entre 2 types de pouvoir, temporel et spirituel. Penser les vulgaires comme dérivés d'une matrice divine primordiale et le vulgaire illustre comme un retour à la langue divine première empêche de voir que les vulgaires, comme le vulgaire illustre qui en constitue la forme la plus excellente, sont absolument des créations humaines. Il existe pourtant une forme de grâce chez les poètes illustres dans le De Vulgari Eloquentia qui les distingue des poètes et locuteurs ordinaires, comme il en existe une chez les hommes nobles destinés à régir la cité dans le Convivio, qui les distingue des hommes ordinaires. Cette grâce ou ce don dépend de leur disposition propre et, dans les 2 cas, doit être cultivée par l'étude, d'où la mission que s'assigne Dante, parallèle dans les 2 traités écrits dans les mêmes années, d'éduquer les poètes illustres d'un côté et d'éduquer ceux qui ont la noblesse en germe de l'autre. Il est essentiel qu'il s'agisse de qualités humaines et naturelles, car la mission de ces êtres d'exception est d'éclairer et de gouverner tous les hommes pour les mener à leur félicité. Dante, en effet, assigne à ces poètes, comme à ces nouveaux nobles, une fois bien éduqués, une fonction politique dans la cité. On se souvient que les nobles poètes sont les membres dispersés de la future cour italienne. On se souvient aussi du principe de la politique, cité dans le Convivio comme dans la monarchie ensuite, et dans les mêmes termes que dans toute civilitas, il faut un régissant et un régi. Il faut, comme il sera dit dans le Purgatoire, un guide et des lois. Ce principe régit les communautés humaines ici-bas et donc indique pour chacune les moyens d'atteindre la finalité qui la concerne, avec, pour la communauté la plus élevée, la civilitas humani generis, la félicité du genre humain tout entier. On a ici une finalité assignée au genre humain tout entier et la prise en charge par des hommes. Ces êtres si exceptionnels qu'ils sont quasiment comme des dieux doivent guider tous les hommes à la félicité, leur permettre de satisfaire le désir de savoir et d'éloquence auquel tous tendent, sans pouvoir également y parvenir. Le destin que Dante assigne à ces êtres est différent de l'idéal philosophique des artistes. Ces êtres d'exception n'ont pas pour finalité leur propre bonheur,
mais en tant que les meilleurs dans leur genre, d'être règles et mesures pour les autres, pour tous les autres, pour les mener tous au bonheur. Merci. Excusez-moi de...